bienvenue dans la suite du sommet des entreprises durables. Je m'appelle Nicolas Henry. On organise ce sommet pour rencontrer des entrepreneurs, des experts, des penseurs qui viennent nous parler de l'économie du futur. Et aujourd'hui, justement, pour cette deuxième session, on a le grand plaisir d'avoir invité et d'avoir Isabelle et Patrick pour nous parler d'économie symbiotique. Bienvenue à tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Nickel. Et Patrick? Patrick qui ne répond pas. Non, on ne t'entend pas. On ne t'entend pas, Patrick. Ah, mais t'es en mute, c'est normal. Attends. C'est là. Ah, on t'entend. Merveilleux. On est bon. Bon, c'est bon. Tout marche alors. Super. On est parti. Je vais augmenter un petit peu mon son, comme ça je vous entends parfaitement. Bienvenue. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment ravi de vous avoir tous les deux. Comment est-ce que vous allez déjà? Très bien. On est très heureux d'être avec vous ce matin. Commencer la semaine comme ça, c'est formidable. Ah bah, ça fait plaisir. Je vais tout de suite vous mettre au boulot parce que j'aime pas présenter les gens. Et donc, ce que je vais faire, c'est vous demander de vous présenter succinctement. Bon, allez, je commence. Alors, Isabelle Delannoy, je suis ingénieure agronome et je me définis un peu comme une activiste au sens américain du terme, c'est-à-dire que j'ai toujours mis ma carrière au service de mes convictions écologiques, sans forcément militer dans un parti ou dans une association. Mais voilà, donc ça fait 30 ans que je travaille aux enjeux écologiques, à la diffusion des enjeux, à leur résolution. Et depuis maintenant bientôt 15 ans, je me suis intéressée à l'économie régénérative que j'ai théorisée sous le nom de l'économie symbiotique parce que ça nous emmène dans une trajectoire de symbiose avec le vivant, c'est-à-dire de bénéfices mutuels, parce qu'on se développe, il se développe aussi et vice-versa. Et on a fondé l'entreprise symbiotique avec Patrick il y a 2 ans, qui est la jonction en fait des activités de régénération, moi des écosystèmes vivants et économiques, lui des écosystèmes sociaux, qu'on faisait déjà depuis 10 ans, plus de 10 ans tous les deux. Génial, merci beaucoup. Patrick? Alors moi, en 2 mots, je suis à la base un directeur de création et un créatif des grandes agences de pub. C'est comme ça que j'ai commencé, en m'occupant plutôt des grandes marques et plutôt avec une bonne compréhension des grosses campagnes internationales. Et puis, j'ai pris 3 mois sabbatiques au moment où ça s'industrialisait, il y a plus de 15 ans maintenant. Et en fait, j'y suis jamais retourné, en pensant que c'était plus des endroits où ça se passait vraiment. Et je travaillais sur les dispositifs nouveaux entre télé et digital avec l'apparition des réseaux sociaux, du web, etc. Et puis parallèlement, je suis devenu également réalisateur et je m'occupais, en fait, je travaillais beaucoup en Corée du Sud où mes travaux avaient été très bien, avaient eu pas mal d'impact. Donc c'était devenu mon deuxième pays. Et quand j'étais en France, en fait, je m'occupais que de causes. Parce que ça me semblait important. Et moi, ma cause de base n'est pas l'écologie, c'est l'antiracisme. J'ai été engagé dans l'antiracisme depuis le début des années 2000 en faisant des actions pour, en gros, virer les fachos des tribunes des stades de foot, en fait. Et j'étais resté lié à la LICRA, qui était l'association avec laquelle j'avais mené ces actions, et à qui je rendais des services chaque fois qu'ils m'en demandaient, en fait. Et à partir de 2009, ils m'ont demandé de m'engager plus. C'était les réseaux sociaux qui commençaient à arriver. C'était une nouvelle forme de racisme et de haine sur Internet qui prospérait. Et en fait, ils étaient passés du stade aux réseaux sociaux. Et à partir de là, depuis 2009, donc, j'ai commencé à m'intéresser aux modes de communication des sphères extrémistes qui m'inquiétaient beaucoup parce que je les voyais obtenir des résultats qu'on ne savait pas obtenir, en fait, en termes de visibilité, de recrutement, de capacité à créer de l'influence. Et j'ai fini par comprendre qu'on se battait contre un écosystème, et c'est pour ça qu'on avait autant de mal. Donc à partir de là, je me suis spécialisé uniquement sur les marques engagées, en pensant qu'elles avaient des caractéristiques différentes des marques commerciales traditionnelles. Et j'ai commencé à élaborer des dispositifs et une approche différente pour ces marques-là. Et lorsque j'ai rencontré Isabelle, qui elle parle d'un autre modèle économique, eh ben, je me suis rendu compte que moi, je parlais d'un autre modèle de communication en écosystème qui reposait sur la coopération et non plus sur la compétition.
Et je me suis rendu compte que moi, j'avais les bases d'un autre modèle de communication pour cette autre économie. Voilà, et c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup, j'ai hâte. Une question qu'on a volée à un podcasteur français du podcast Sismic, qui demande à chacun de ses intervenants, je ne sais pas si vous connaissez le podcast, je ne sais pas s'il sait qu'on lui a volé, mais on la pose quand même, c'est de savoir par quel prisme tous les deux vous voyez le monde, pour un peu comprendre votre point de départ et les lunettes avec lesquelles vous regardez le monde qui vous entoure. Je vois le prisme, je vois le monde sous le prisme du potentiel humain. C'est-à-dire que je crois qu'on a des potentiels absolument extraordinaires de pouvoir organiser des choses et dans la relation avec le vivant. C'est-à-dire que je nous vois comme une espèce vivante à part entière, mais douée de super pouvoirs, qui est capable par exemple, quand on fait un jardin d'épuration des eaux usées, eh bien, on rassemble en 15 jours des espèces vivantes capables d'épurer de façon très efficace les eaux usées, de façon plus efficace qu'elles ne pourraient le faire seules, et sans pourtant les modifier. On installe un écosystème qui, sans nous, aurait mis un temps infini à se constituer, et donc on est comme des catalyseurs. Et en chimie, c'est ça en fait. En chimie ou en biologie, les catalyseurs, ça fait des espèces chimiques ou végétales, des espèces chimiques qui auraient mis, et ça accélère les réactions. D'ailleurs, la vie serait impossible sans les catalyseurs que sont les protéines. Et je nous vois comme ça dans notre potentiel incroyable, qui est dans chaque humain, qui n'est pas toujours actualisé. On a une réserve chacun en nous qu'on n'a pas tous actualisée, et qui nous permet et dans notre lien au vivant. Super, merci. C'est une belle vision. Et Patrick? Moi, je parle plus de communication. C'est marrant parce qu'Isabelle, elle parle beaucoup de cette connexion au vivant. Et moi, je parle beaucoup de la connexion entre humains, de ce besoin qu'on a, on est des animaux sociaux, ce besoin qu'on a de se connecter les uns aux autres. Et dans ce que l'on fait, moi, en fait, je vois de plus en plus que je suis de plus en plus concentré et focalisé sur un monde en train de naître, et que je vois bien qu'il y a un monde qui est en train de s'effondrer, mais c'est pas celui-ci sur lequel je me concentre, et que je trouve que ce changement de regard, se défaire. Il faut dire aussi que je viens d'une cause qui est très sombre, et j'ai longtemps baigné dans une représentation de la société et du monde extrêmement, extrêmement sombre aussi. Et que dans ce qu'on fait avec Isabelle, ce que je vois, c'est que, en fait, dans la façon dont ça se passe, notre relation aux médias, notre relation aux écrans, notre relation au monde, en fait, c'est jamais les bonnes nouvelles qu'on voit. C'est jamais un miroir extrêmement valorisant de nous-mêmes qu'on nous tend. Et que de plus en plus, j'essaye de... Ok, je vois que ça existe, mais je ne veux pas me focaliser là-dessus. Je vois aussi d'autres choses tous les jours. Je vois plein de gens formidables. Moi, on n'arrête pas de voir des gens formidables, en fait. En réalité, je crois qu'on croise relativement peu de gens détestables dans notre vie de tous les jours. Et que, voilà, il y a un travail de... En tout cas, je vois ça de plus en plus. Ça me nourrit beaucoup. Que je crois qu'effectivement, on est dans une espèce de fondu enchaîné, d'un cycle civilisationnel qui se termine, d'un autre qui va démarrer, et que nous, on se situe là, et que on a plein de signaux dès lors qu'on a enclenché ce changement de regard. On a plein de signaux extrêmement positifs et rassurants qui peuvent venir, même si le monde ne l'est pas rassurant. Et voilà. Et donc, dans le prix, c'est cette dimension positive du monde et des humains que je vois, et que je vois que peut-être que ce qu'on voit n'est pas complètement, mais c'est vrai dans tous les sens, hein. Peut-être ce qu'on voit n'est pas la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Qu'est-ce qu'on comprend du monde quand on regarde juste des écrans? Qu'est-ce qu'on comprend du monde quand on les regarde pas non plus? Vous voyez, c'est un peu tout ça. Ouais. Ok. Et donc, moi, en fait, en ce moment, ce qui me nourrit beaucoup, et depuis qu'on travaille ensemble, c'est ça. C'est cette possibilité d'une autre voie, où on redevient des habitants de la planète, et que, voilà, c'est ça mon prisme, en fait. C'est là-dessus que je me focalise beaucoup. Merveilleux. C'est deux prismes que je partage en partie, donc je suis ravi
Ravi qu'on puisse en parler. On reviendra, je fais un petit hook comme en communication, à la fin sur les imaginaires et sur votre vision du monde, pour terminer sur une vision, j'espère, un peu positive. Vraiment, je pense que toute notre discussion sera positive. Je voulais discuter avec vous, d'abord mettre les bases de ce qu'on comprend quand on parle de symbiotique, pour que nos écouteurs, nos voyeurs, je sais pas, nos participants puissent bien comprendre ce que c'est. Alors, si vous avez besoin de partager les slides, n'hésitez pas. Sinon, qu'est-ce que c'est la symbiotique? En fait, on a une question aujourd'hui de comment redevenir habitant de la Terre. Parce que quand on regarde les chiffres, c'est impressionnant. Par exemple, bon, on le sait, vous connaissez probablement les limites planétaires. En 2009, 9 limites planétaires ont été théorisées qui soutiennent en fait tous les équilibres écologiques, physiologiques, géobiochimiques de la Terre. Et on en a elles sont, si elles sont toutes distinctes, elles sont toutes interdépendantes. Et ce qui veut dire que quand on en dépasse une, on affaiblit les autres. Donc quand on en dépasse trop, on rentre dans l'exponentiel. Aujourd'hui, on en a dépassé 6 sur 9, hein, dont dans les 9, il y en a 2 qu'on ne sait pas caractériser. Donc on est rentré dans l'exponentiel, quoi. Donc on est dans on est dans un moteur économique aujourd'hui qui détruit la vie et détruit même conditions de vie. Et on voit bien que c'est pas seulement la vie vivante, c'est aussi la vie économique. On voit que les TPE, les PME ont du mal en fait dans cette économie-là, c'est-à-dire l'économie de nos territoires. Et on voit bien aussi qu'elle nous détruit socialement. Il y a de plus en plus de burn-out, il y a beaucoup de maladies aussi physiques comme les troubles musculo-squelettiques, y compris dans nos pays. Et donc ça dégénère l'humain, ça dégénère le vivant, ça dégénère l'économie territoriale. La découverte, c'est moi je me suis demandé en fait, vu qu'on n'avait pas beaucoup d'années pour réagir par rapport à ces dépassements d'équilibre, eh bien s'il y avait une économie qui existait déjà, qui permettait en fait de régénérer ces équilibres. Et je me suis rendu compte que des pratiques qui permettaient de régénérer les équilibres vivants, sociaux, économiques, et il y en avait partout, en fait, dans le monde entier, dans les pays pauvres comme riches, dans les milieux ruraux comme urbains, dans les pays démocratiques ou non démocratiques. Et qu'en fait, il y avait une nouvelle espèce économique qui était apparue sur tous les territoires, c'est pas comme telle. Et en fait, ce que j'ai mis en évidence, c'est que ces pratiques qui sont capables de régénérer leurs ressources, eh bien, elles se caractérisent selon des principes communs. En fait, elles créent des écosystèmes et elles savent les maintenir. Elles créent des écosystèmes vivants et elles régénèrent les équilibres écologiques. Elles créent des écosystèmes sociaux et elles régénèrent l'individu, la société. Elles créent des équilibres économiques et elles régénèrent leurs parties prenantes, le tissu économique, notamment local. Et toutes celles qui dépendent d'eux. Et elles savent régénérer leurs ressources parce qu'elle fonctionne. Donc, et ça, en fait, quand on assemble les trois, on s'aperçoit que elles rentrent en synergie. Pourquoi? Parce que c'est des ressources différentes entre le vivant, nos industries et le social. Eh bien, c'est des énergies très différentes. Un être humain en société, vous allez dans un parc, c'est pas la même énergie que quand vous allez dans un tiers-lieu ou que quand vous allez dans une salle des machines. Vous voyez, et en fait, donc elles ont toutes leur potentiel, elles ont toutes leurs faiblesses, mais par contre, ensemble, elles sont très synergiques, c'est-à-dire qu'elles créent plus ensemble qu'elles ne pourraient le faire seules. C'est ça la synergie. Et ça nous amène dans une trajectoire de symbiose où parce qu'on se développe, le vivant se développe avec nous, nos écosystèmes vivants et nos écosystèmes sociaux se développent avec nous. Donc, si vous voulez, je pourrais vous montrer quelques exemples. Mais c'est vraiment ça. Et ça nous paraît un peu bizarre, vous voyez, parce que je produis mes ressources, parce que je consomme, je produis le service, ça nous semble bizarre. Alors qu'en fait, ou cette relation symbiotique, alors qu'en fait c'est général dans le vivant. Il n'y a que nous qui ne fonctionnons pas comme ça. Donc, et ce qui est assez fabuleux, c'est de se rendre compte quand on observe ces pratiques et quand je voyais leurs caractéristiques communes de fonctionnement, c'est que finalement les principes de fonctionnement sont similaires à ceux du vivant. Et on crée des écosystèmes, comme une forêt. Une forêt, vous avez différentes espèces aussi différentes que
qu'un mycélium souterrain, un arbre et un sanglier, donc qui ont des rythmes de vie complètement différents, des structures complètement différentes, mais qui vont coopérer ensemble et chacun en liberté. Et c'est ça en fait, c'est d'arriver à, on s'aperçoit que on sait faire des coopérations entre des entreprises, des consommateurs, des investisseurs, des entreprises du bâtiment et des associations de végétalisation, etc. Et elles sont très différentes, mais chacune, elles s'amènent l'une à l'autre. Ok. Ah oui, c'est super intéressant. Bah, si tu as des exemples, je pense que ça pourrait être super utile pour la commu. Mais Je ne sais pas comment appeler nos auditeurs aujourd'hui, apparemment. ce que je propose, c'est pendant que je prépare les petits slides pour me Ouais, familiariser à la présentation des écrans, Sam, tu peux peut-être donner ton point de vue. Oui. ouais, c'est très chouette. Moi, je trouve, il y a plusieurs choses qui m'ont beaucoup plu. Moi, à la base, j'avais bougé de l'antiracisme pour aller vers la cause climatique, en pensant que c'était un problème commun auquel on devait répondre en commun, et que c'était en gros la nouvelle ligne de front de l'humanisme. C'est comme ça que j'avais bougé. Et il y a quelque chose que m'a fait comprendre Isabelle que je n'avais pas du tout vu, c'était deux choses. D'abord, la possibilité de changer la société par l'économie, une façon hyper efficace en réalité de faire changer le monde. Si on modifie notre façon de consommer, de produire, d'envisager nos rapports dans l'économie, on va transformer la société. Et que j'ai trouvé qu'au final, c'était une façon d'agir extrêmement pragmatique et efficace. Et la deuxième chose qui était radicale et que j'ai trouvé vraiment formidable, c'est, en fait, on n'arrête pas de s'envisager, mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on n'arrête pas de s'envisager comme une espèce destructive. Et que ce que met en évidence l'économie symbiotique, c'est que on n'est pas simplement condamné à réduire nos capacités de destruction. On peut avoir des actions positives. On peut générer des impacts positifs sur la biodiversité, sur la planète, sur la société, sur l'économie. Et dans cette possibilité-là, c'est un rôle complètement nouveau et c'est une image complètement nouvelle même de nous-mêmes. C'est-à-dire que si vous prenez la réduction d'impact, par exemple, j'ai essayé, moi, au début, quand je venais, d'essayer d'unir et de relier des associations qui combattaient pour la même cause, de travailler ensemble. C'était assez compliqué, en fait, et c'est compliqué aussi de faire écosystème sur cette notion-là, parce qu'en fait, lorsque vous partez de la réduction d'impact négatif, ce dont on va beaucoup discuter, c'est tout ce que les uns et les autres font de pas bien, en fait. C'est-à-dire, ça va nous ramener à nos insuffisances, à notre incapacité à modifier dans des temps courts et être totalement impeccable. Qui est complètement impeccable, en fait, dès lors qu'on le prend sur cet angle-là. Et donc, c'est très compliqué de s'unir et de se relier les uns aux autres sur cette base-là. Tandis que si on dit, OK, il y a plein de trucs que tu fais qui ne sont pas top. OK, on est d'accord là-dessus. Tu vas t'améliorer. C'est clair que tu vas t'améliorer. Maintenant, on va discuter de tous les impacts positifs que tu as envie d'avoir sur la biodiversité, sur ton territoire, sur le social. C'est quoi les impacts positifs? Et là, on discute d'autres choses. On discute d'autres choses à partir d'une image très différente de nous-mêmes. On n'est plus en train de se voir les uns et les autres comme des destructeurs, mais comme des gens qui peuvent avoir des contributions positives. Et là, tout d'un coup, on a un moteur pour se relier et faire écosystème qui est beaucoup plus puissant. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas réduire, il faut réduire, hein, c'est clair. Mais de ne pas se focaliser dessus en disant « ok, on va s'en occuper », mais d'abord, concentrons-nous sur ce qu'on peut avoir comme effet positif et comment, par notre activité économique, on va pouvoir avoir des impacts positifs sur la société, sur tout ce que l'on fait aujourd'hui. Et on va se rendre compte qu'en cours de route, il y a des pratiques qu'on ne va pas pouvoir continuer, en fait. Et donc, on repart d'autres choses et on fait du lien au nom d'autres choses. On se relie au nom d'une vision positive de nous-mêmes et de l'autre, parce que c'est la relation à l'autre qui est super importante. Si l'autre, c'est jamais qu'un abruti qui fait toujours tout de travers, en fait, ça va être très compliqué de faire commun. Si l'autre, c'est celui avec lequel je dois coopérer pour pouvoir trouver des nouvelles solutions, c'est très différent. Je ne vais pas me concentrer sur les zones de divergence, il y en a. Je veux dire, je ne vais pas demander aux gens d'être tout le temps d'accord avec moi, je ne suis même pas tout le temps d'accord avec moi-même. Donc, je vais essayer de me concentrer plutôt sur les zones où est-ce qu'on est OK là-dessus? OK, on n'a pas besoin d'être OK sur 100% des trucs pour faire des choses ensemble. On a juste besoin d'être OK là-dessus. Et dès qu'on passe en plus au niveau territorial, c'est-à-dire qu'on se rend compte de l'attachement territorial des gens, c'est-à-dire c'est où atterrir de Bruno Latour, ben là où on vit en fait. Là où on vit avec les gens qu'on aime, en fait. On n'a nulle part où aller à part ça. C'est pas sur Mars qu'on va partir. Donc, dès lors qu'on en vient à parler de ça et de
de trouver cette communauté de valeurs, en fait, entre les uns et les autres, pour dire, ben, là où on vit, on a envie de vivre mieux, pour nous, pour nos gosses, pour l'avenir. Et là, on peut commencer à discuter d'autres choses et d'ouvrir d'autres pistes. Et pour moi, c'est ça ce qu'ouvre la symbiotique, en fait. Ok, donc si je résume, il y a une idée de passer à la collaboration par défaut pour faire un vrai shift mental et créer des Oui, systèmes qui sont régénératifs. Si je résume ce que vous avez tous les deux dit, plus ou moins. Mais ouais, c'est c'est ok. ça. Est-ce que Isabelle, t'as maîtrisé la machine ou on J'ai continue? maîtrisé la machine. Ben voilà, voilà. Yeah! Et tiens, je sais pas pourquoi il y a du bleu par contre qui arrive, mais bon. En fait, Ah, en gros, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'on a inventé un tas de pratiques économiques, productives, sociales, qui savent régénérer les ressources dont elles dépendent. Et cette économie, elle est complète. Et en fait, on a toutes les pratiques qui régénèrent la biosphère, donc le vivant, avec, par exemple, l'agroécologie, l'agroforesterie, qui vont créer des écosystèmes qui vont produire, de la nourriture. On va associer une diversité de plantes, et on va nourrir le sol par cette diversité de plantes pour elle soit performante. On connaît bien la permaculture, ce qu'on appelle l'ingénierie écologique aussi, où par exemple, au lieu de construire des égouts pour filtrer les eaux de pluie, on va construire des jardins de pluie, c'est-à-dire des écosystèmes vivants qui vont border les trottoirs et qui vont même faire que la population se comporte différemment. On va isoler les toitures avec des toits végétalisés, ce qui va aussi permettre de réguler les eaux de pluie, de réguler aussi l'insonorisation des bâtiments, de climatiser la ville, un tas de choses comme ça. Puis il y a toutes les pratiques de la technosphère, c'est-à-dire toutes nos industries, nos machines, nos techniques. Et il faut voir, aujourd'hui c'est important, hein, c'est la technosphère, une étude de Nature a montré en 2020 que la masse de nos industries et nos infrastructures étaient supérieures à la masse vivante. Donc, on a plutôt intérêt à diminuer l'empreinte de nos machines, de nos infrastructures. On le fait comment? Avec l'économie circulaire, avec les énergies renouvelables plutôt que des énergies fossiles, avec l'éco-conception, avec concevoir nos objets de façon interopérable, modulaire, pour pouvoir réutiliser les pièces, les récupérer en n'achetant plus nos appareils, mais en louant l'usage, ce qui fait que les pièces retournent au fabricant. C'est l'économie de la fonctionnalité. Toutes ces pratiques-là, elles fonctionnent aussi en écosystème. Elles font des écosystèmes entre les pièces, parfois c'est les composants, entre les consommateurs et les fabricants, entre différentes entreprises, un territoire, entre des éoliennes, des panneaux solaires pour être toujours alimentés énergétiquement, etc. Puis il y a toutes les pratiques qui régénèrent la sociosphère, qui régénèrent les individus. Et c'est les coopératives, c'est le management libéré, c'est l'économie du commun, l'économie du partage. Et elle aussi, elle fonctionne en écosystème. Et donc, là, je vais vous passer quelques exemples. Attendez, hop. Donc, je vais aller très vite. Mais voilà, en fait, depuis la parution de mon livre en 2017, on a des entrepreneurs qui ont impliqué la théorie symbiotique, soit pour continuer leur entreprise, soit pour la créer. Et on a quelques exemples, une dizaine maintenant, je vais vous en présenter 3, mais toutes elles ont, je vais vous en présenter rapidement, puis on pourra faire des questions. Nicolas, tu nous poses des questions si tu bien as envie sûr. d'approfondir. Bah, par exemple, Henri Joseph en Guadeloupe, sur 8 hectares, il fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sous les photos à droite, vous voyez, il y a une bananerie qui est à côté de chez lui, qui a été emportée par l'ouragan Fiona il y a 1 an et demi. Et je l'appelle en lui disant: «Et toi, comment ça se passe?» parce que c'était son village qui avait été le plus touché, en Guadeloupe. Et il m'envoie cette photo et il me dit, à côté là, il me dit: «Regarde, ça va aussi bien qu'un jardin arrosé par la pluie». Pourquoi? Parce qu'il a mis en place un tas de plantes qui rentrent en symbiose. La plante avec des feuilles un peu piquantes, là, en pointe, c'est de l'herbe à pic dont il fait un virucide, c'est une plante indigène. Puis il a cherché une plante qui pouvait l'alimenter en azote, donc une légumineuse. Et sur sa parcelle, il a trouvé une variété indigène d'indigo, qui est une légumineuse, et il se trouve qu'elle est très, très chargée en indigotine, le pigment dont on fait le bleu de nos jeans, etc. Du coup, grâce à ça, non seulement il a il a diminué ses charges, parce qu'il n'avait pas besoin de mettre des engrais azotés sur sa parcelle, mais en plus, il a créé le premier atelier de taille industrielle en Europe
d'extraction de l'indigo, de production d'indigo et de façon bio. En fait, son usine, c'est une sorte d'immense passoire, une sorte d'immense théière où il extirpe l'indigo. Et il a fait tellement de symbiose productive comme ça sur son territoire que ça s'est tellement enrichi du sort de web, d'Internet, de l'information, de la matière, des nutriments, etc. dans le sol, les mycéliums, que son sol est devenu très, très épais, très riche, très fertile et qu'il résiste même à un ouragan. Et donc, il a créé le maximum d'écosystèmes, le maximum de liens, en fait, entre son écosystème vivant. Dans un tout autre domaine. Avant que tu passes au suivant, je me demandais, est-ce que tu sais, enfin, ça demande quand même, j'imagine, beaucoup de recherche, d'analyse des sols, d'analyse des plantes indigènes. Est-ce que vous l'avez accompagné, vous? Est-ce que vous avez une idée de l'effort qu'il a dû fournir pour complètement aussi shifter sa vision du monde, peut-être Alors, c'est un passionné des plantes, ça c'est sûr, c'est un passionné de l'observation, c'est pas quelqu'un qu'on a accompagné, au contraire, mais maintenant on l'accompagne sur d'autres choses, sur ses écosystèmes de consommateurs, de pouvoir développer, on peut pas le dire parce que c'est encore confidentiel, mais de développer des relations aussi productives avec les gens sur son territoire. Et au profit en fait de multiplier cette façon de voir sur les terres de Guadeloupe et pas seulement façon de voir, façon de produire. Voilà. Ok. Donc, mais non, il a une science du vivant qui est vraiment exceptionnelle, mais on a un tas de gens qui ont une science du vivant exceptionnelle. Je pense même au Jardin Haut en Belgique qui ont développé de la permaculture au sein de leur village et qui ont, par exemple, lors de la Covid, ils ont été les premiers à pouvoir nourrir les gens qui pouvaient plus sortir de chez eux. Et c'était une résilience incroyable locale et on a plein d'exemples comme ça. En fait, il y a plein de gens qui connaissent très très bien les plantes et qui peuvent servir de ressources. Dans un autre exemple complètement différent, c'est Stéphane Paul qui lui a construit des écosystèmes hydrogènes. Et en fait, il a cherché l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène issu d'énergie renouvelable et réputé non rentable, où il a besoin de beaucoup de subventions dans des systèmes classiques. Et lui, en fait, il prédit, non seulement il est devenu rentable en 2 ans par rapport à l'hydrogène classique sans subvention, mais il prédit que son hydrogène va bientôt être gratuit. Pourquoi? Parce qu'il cherche un des principes de l'économie symbiotique, c'est l'efficience, c'est-à-dire de chercher le maximum de services par unité de ressources. Et lui, il a essayé de maximiser le nombre des services rendus par unité d'hydrogène produite et d'hydrogène consommé. Il a construit tout un écosystème d'acteurs autour de lui, tout en cherchant en plus, il voulait pas utiliser d'eau potable parce il veut vraiment avec des convictions écologiques très fortes. Et du coup, ça lui a ouvert un tas de potentiel. En partant des eaux usées, par exemple, l'hydrogène produit aussi de l'hydrogène, de l'oxygène, mais des amendements agricoles. Donc, ça a intéressé les industries agroalimentaires, ça a intéressé les agriculteurs qui avaient aussi besoin de stockage énergétique en site propre, etc. Et donc, lui, sa recette, ça a été de vraiment chercher l'efficience maximale, le nombre de services produits par unité d'hydrogène le plus grand. Et c'est sur ça qu'il fait sa valeur. Un troisième exemple, c'est Mobion qui vient de lancer en plus qui est producteur de scooters, il vient de lancer sa première offre B2C. Et pareil, il est indépendant de l'inflation à 78%, comme l'hydrogène, hein, il est capable de se désolidariser des prix courants de l'énergie, puisqu'il va vers 0 €. Comme comme Henri Joseph qui n'est pas dépendant des charges d'engrais, etc., puisqu'il s'en affranchit. Et lui, en fait, il fait des scooters en pensant, il ne vend pas ses scooters, il vend l'usage de ses scooters. Et il a pensé son scooter comme un écosystème de composants qu'il peut assembler, désassembler, et du coup, il récupère les composants. Et il est tellement performant, comme je disais, il offre il vient de faire une offre B2C, donc c'est-à-dire vers les particuliers. Avant, il était surtout vers des
et il est à 50 € par mois, le scooter, et il a même lancé si vous trouvez moins cher dans toute l'Europe, hein, on vous rembourse 100 fois la différence. C'est pour vous dire combien, c'est performant. C'est des emplois locaux, non délocalisables. C'est, aller vers le zéro déchet, aller vers le zéro extraction, et c'est pourtant ultra performant économiquement. Et l'ensemble, en fait, de ces, je vais rester sur 3 exemples. L'ensemble de leur point commun, c'est d'avoir mis en synergie, les pratiques économiques, sociales, régénératives dont on vous parlait. Et en les assemblant, en fait, eh bien, les PEPS, ce que nous on appelle les PEPS, les pratiques qui ont du PEPS, pratiques économiques, productives et sociales, PEPS, régénératives, eh bien, ils atteignent des niveaux de performance qui sont impossibles à atteindre dans l'économie extractive. Ils rentrent en symbiose avec leur territoire, ils rentrent en symbiose avec les écosystèmes vivants quand ils utilisent des écosystèmes vivants, et ils créent de l'emploi, ils créent de la performance économique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ils sont résilients, ils allient performance à résilience, et ces systèmes sont plus performants que l'économie actuelle. Stop. Merci pour ce partage. C'est des chouettes exemples et ça montre aussi qu'il y a moyen de faire de l'économie symbiotique dans plein de domaines, qu'on soit très très proche de la nature ou plus proche d'un service. Je voulais en profiter pour rappeler à notre audience qu'on est en direct et que c'est le moment ou jamais de poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et moi, je voulais lancer, Patrick, sur comment on applique la symbiose à la communication. Comme ça, on aurait mis les bases de toutes vos compétences. En fait, lorsqu'on rentre dans l'économie symbiotique, on parle beaucoup de changement de regard. C'est-à-dire comment on regarde un truc qu'on croyait bien connaître et comment on le regarde différemment de telle sorte qu'on commence à le regarder pour ce qu'il est. La communication, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas la communication, alors que la communication dont on parle, la com, moi je fais pas de com par exemple. J'ai fait de la com, mais je dis plus que je fais de la com parce que ce que l'on propose, c'est autre chose. On parle vraiment de communication. Et dans le mot communication, ce qui est important, c'est le mot commun. C'est comment on fait commun la communication. Donc, tout le modèle de communication qu'on enseigne dans les écoles de commerce ou qu'on applique dans les agences de pub, en fait, il faut comprendre que c'est un certain modèle de communication. C'est un modèle de communication que je connais bien, que plein de gens connaissent bien, qui a été un modèle qui a été créé au milieu du siècle dernier dans un contexte d'après-guerre aux États-Unis et qui est lié profondément à un certain modèle de développement. C'est production de masse, consommation de masse, diffusion de masse, diffusion par médias de masse. Ce modèle, en fait, il était très adapté à cette époque-là parce qu'on sortait de la guerre, il fallait, on rentrait dans une autre, dans une autre logique économique, dans une logique de reconstruction. Et à ce moment-là, la marque a été pensée comme un outil de compétition. Elle a été pensée comme un outil de compétition parce qu'on était dans un contexte d'ouverture de marché et qu'il fallait un objet qui permette de conquérir le maximum de parts de marché rapidement et de synthétiser les efforts en communication qui allaient être faits. Mais cette vision d'une marque en communication, c'est bizarre parce que je me vois, cette vision d'une marque en communication, en fait, c'est une fiction. Une marque, c'est une invention, c'est une fiction auquel on accepte de croire. Hein. On va prêter un certain nombre de caractéristiques, de compétences, de qualité à un signe. On peut décider d'en faire ce qu'on veut. Donc, jusqu'à présent, il a toujours été conçu comme dans cette vision de la com, justement, la marque est conçue comme un objet de compétition. Dans la vision symbiotique, une marque, on fait ce qu'on veut et donc on va décider d'en faire un objet de coopération. Donc, on crée des communs de communication pour lever les problèmes de compétition ou de concurrence entre les uns et les autres et doter les écosystèmes d'un signe commun qui leur permet de faire commun, qui leur permet d'agir ensemble avec un signe de reconnaissance, d'appartenance, de visibilité, qui va synthétiser leurs efforts. Donc, je ne vais pas pouvoir développer dans la durée, mais en gros, l'idée n'est pas de rassembler les gens. On voit souvent en communication, on va rassembler les gens, on va fédérer les gens. Mais quand on fait ça, on ne répond jamais à la question de dire, OK, mais comment tu respectes mon intégrité? Comment je ne me dissous pas dans l'action? Et c'est très important, en fait. On est très soucieux, nous, de ça. L'intégrité des acteurs n'est pas discutable, en fait. On n'est pas obligé d'être tous les mêmes. Donc, quand quelqu'un rentre dans une logique écosystémique, ce n'est pas pour se dissoudre dans l'écosystème. C'est au contraire qu'il amène sa singularité dans l'écosystème, et c'est bien sa singularité qui est importante. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un signe de communication, une marque,
qui va être une marque qui, elle, ne roule pas pour elle-même, elle ne roule que pour les acteurs de l'écosystème. Son rôle est véritablement, c'est plus une marque qui agit comme un moteur culturel qu'un moteur de vente. C'est-à-dire, c'est comment on crée les conditions pour que chacun ensuite puisse faire sa proposition. C'est plutôt comme ça qu'elle s'active. Et donc, comment est-ce qu'on crée les conditions de la diffusion d'une autre culture? Parce que quand on voit Mobion, quand on voit Henri, quand on voit Stéphane avec H2X, ils sont porteurs d'une autre culture économique. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est que cette culture-là émerge. C'est dès qu'on commence à comprendre qu'il y a d'autres façons d'avancer, eh ben, c'est extrêmement attractif, en fait, pour les gens. Voilà. Ouais. Donc, ça répond? C'est super intéressant et j'aimerais te pousser un peu plus loin si tu as des exemples pour nous faire comprendre quel est le shift, parce que c'est en fait ça pourrait le capitalisme pourrait le renverser et dire oui mais on absorbe ton idée de changement culturel et en fait il y a déjà des conglomérats de marques qui font des choses ensemble. Est-ce que tu as des exemples de choses qui sont d'entreprises qui auraient travaillé ensemble? Alors, je peux te donner des exemples. Alors, d'abord, il n'y a pas tant que ça de conglomérats, Hmm. comme tu dis, parce qu'en fait, c'est pas si vrai. En fait, Ouais. c'est pas si vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on voit, c'est que c'est les limites de se relier au nom de la communauté d'intérêt. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, là où il y a un vrai changement, c'est que tu vas te relier par la communauté de valeurs. Ce qui va permettre aux uns et aux autres de trouver des raisons de se relier entre eux, au-delà de leur intérêt propre, c'est la communauté de valeurs. Ce qui fait que tu te relies avec d'autres acteurs sur un territoire, c'est le bien-être du territoire, c'est l'avenir du territoire, c'est là où tu vis avec les gens que tu aimes. Et c'est au nom de ça que tu vas pouvoir trouver des raisons d'agir au-delà de ton seul intérêt. Donc la communauté de valeurs se révèle être quand même un élément pas du tout secondaire là-dedans, c'est même la clé d'entrée. Nous, on se rend compte, par exemple, on a beaucoup de mal à travailler, on n'y arrive pas la plupart du temps, à travailler avec des gens avec qui on n'a pas de communauté de valeurs. La communauté de valeurs ou les gens qui viennent vers nous, c'est parce qu'ils s'inscrivent dans une autre logique et qu'ils ont besoin que cette logique-là, elle s'incarne dans ce qu'ils font. Et c'est ça le moteur. Que ce soit Stéphane, Henri ou Christian, dans ce qu'ils font, ça a été leur moteur, en fait. C'est comment je perpétue pas un système qui détruit tout. Mais en Donc, fait, tu sais, pardon, juste excuse-moi. pour citer juste l'exemple, tu me demandais un exemple, je peux te citer, moi j'ai fait différentes actions en communication. On avait, par exemple, dans l'antiracisme, où assez bizarrement, dans l'antiracisme, les divergences entre les différentes associations universalistes peuvent être fortes. C'est compliqué de trouver des zones de convergence parce qu'on discute beaucoup de nos subtilités. Et on avait été grande cause nationale. C'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'agir ensemble, qui est évidemment un truc dont je me suis beaucoup occupé. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on agissait ensemble avec un commun de communication, grande cause nationale, ça intervenait comme un signe de communication commun pour nous tous, qui nous a conduit à nous relier et à faire campagne ensemble. On a eu des résultats qu'on n'aurait jamais pu avoir séparément, les uns et les autres. Jamais. Et le fait qu'on agisse ensemble, c'est-à-dire qu'on se relaie et qu'on relaie la campagne ensemble, on mène des actions ensemble, a donné un impact à la campagne qu'on n'aurait probablement pas pu avoir séparément. De même, pour le 8 mars, c'était en 2019, je crois, si ma mémoire est bonne, on avait, avec l'UNESCO et la Wikimedia Foundation, fait une opération pour la journée des droits des femmes. Parce que l'espace digital est un espace profondément inégalitaire. Sur Wikipédia, il n'y a que 17% de fiches de femmes. Donc, c'est une action qui était partie, c'est intéressant comment ça part toujours par des gens plus engagés que d'autres. Donc, dans le réseau UNESCO, en Suède, il y avait, l'agence de Suède était particulièrement engagée sur ces questions. Et c'est elle qui a servi de tiers de confiance pour pouvoir préparer la campagne avec les groupes déjà en place. C'est-à-dire, on n'est pas arrivé en disant, voilà, l'UNESCO va faire une action, avant nous, il n'y avait rien, après nous, il n'y aura plus rien. C'est pas comme ça que ça s'est passé. On n'a rien fait de façon visible, on a travaillé notre sol, et donc on s'est rapproché d'abord de toutes les associations et tous les groupes déjà engagés sur ces questions pour leur proposer de faire commun lors de cette journée et d'agir ensemble pour faire un énorme éditathon et permettre qu'on édite un maximum de fiches de femmes pendant cette journée-là. Voilà.
Et du coup, on a réalisé l'événement le plus important qu'avait jamais réalisé Wikipédia. Il n'avait jamais fait un éditathon qui réunissait autant de personnes. Il y avait plus de 3500 personnes en ligne, 400 sur place à l'UNESCO, et que tout le monde agissait pour produire le maximum de fiches dans la journée. On n'y serait jamais parvenu si l'UNESCO avait fait sa campagne en disant bah, j'ai une campagne qui est géniale, on va tous faire des fiches, et voilà, et il ne se serait rien passé. Donc voilà, donc c'est des façons d'agir ensemble où en fait on part d'un petit groupe de personnes et on contractualise d'abord et on travaille d'abord avec ceux qui sont déjà engagés en fait. Et on part pas du principe que rien n'existe au moment où il y a déjà des choses qui existent. Ouais. Comment on met en valeur ce qui existe et comment on travaille avec les gens qui sont déjà là. Voilà. Je pourrais en citer d'autres, mais voilà deux exemples déjà. C'est un sujet extrêmement important pour moi et pour nous chez Pulsif parce on essaye vraiment de tisser des liens, de créer des communautés de valeurs, comme tu dis, pour créer de la synergie et essayer de renverser le concept de compétition pour travailler dans la collaboration. Et c'est super précieux. Isabelle, tu voulais réagir? Oui, en fait, dans cette économie-là, c'est une économie où les intérêts sont convergents. Par exemple, on voit par exemple pour l'hydrogène, les intérêts finalement, pour des raisons différentes, à utiliser cet hydrogène. Je parlais, des agroalimentaires, des agriculteurs, du producteur d'hydrogène si tu vois un agriculteur local, que tu es, coopérateur par exemple, pour cet agriculteur ou même tu vas chercher, tes paniers ou tes légumes toutes les semaines chez lui, tu as intérêt à ce qu'il reste parce qu'il t'amène, une production fraîche, il anime ton territoire, il te fait une occasion de sortie, enfin et donc tu vas avoir tendance à parler de lui, en fait. La communication, elle se fait en nourrissant ton écosystème qui partage des mêmes intérêts et on sait par exemple que lorsque tu es convaincu d'un produit, tu vas en convaincre en moyenne 7 autres personnes. Donc c'est de pouvoir toujours stimuler cet écosystème en fait de parties prenantes qui va en fait se nourrir, et parce qu'il a des intérêts convergents. Un exemple qu'on a fait, par exemple, avec la ville de Roubaix. Roubaix a plein de commerces zéro déchet et bien, on leur a proposé de faire des tickets, des bons cadeaux, pour les grandes entreprises qui sont autour de Roubaix pour leur comité d'entreprise, en fait, hein. Et ben, en fait, en réalité, c'est une monnaie complémentaire qui dit pas son nom, mais qui, fait des bons cadeaux, orientés vers, les touristes, les petits commerces zéro déchet, d'artisans, etc., de Roubaix pour faire les cadeaux de Noël. Et bien ça amène, tu vois, un flux économique, parce qu'on est attaché à ce territoire, parce qu'on est attaché à des valeurs, et ça se fait pas par des grandes campagnes de masse, non, ça se fait par du one-to-one et par gérer cet écosystème en one-to-one. Comme dit souvent Sam, on n'est plus du tout dans la logique de masse indifférenciée où on va te proposer un produit standardisé. On est dans une logique du nombre où tu vas activer le nombre de personnes et de ressources souvent sur ton territoire qui vont te permettre de répondre à tes besoins. Et en réalité, quand tu regardes les choses comme ça et que tu listes, 80% de tes besoins peuvent être assouvis par les ressources de ton territoire et notamment les besoins de com. Mais il faut savoir les activer en écosystème. Ouais. Je précise juste que Sam, c'est moi en fait. Parce qu'en fait, on m'appelle Sam. Okay. Juste le point important. Juste le point important, c'est que dans cette logique de communication, en fait, le média le plus important, c'est pas la télé, c'est pas les réseaux sociaux. Le média le plus important, c'est les gens. En fait, quand on comprend que les gens sont pas une cible, quelle horreur, un public, on veut bien, et que, en fait, la façon dont on va pouvoir activer ou donner envie à ces gens d'agir comme des médias pour relayer autour d'eux, c'est là qu'on obtient les choses les plus puissantes, parce que toutes les études sont assez formelles pour dire que la meilleure façon de convaincre quelqu'un, c'est la personne à côté de lui. En fait, ça va jamais être un spot de pub, c'est pas vrai. Ça peut évidemment créer de la consommation, mais la personne à côté
le bouche à oreille, c'est fondamental en fait. Et quand on arrive à activer ça au niveau d'un territoire, on arrive à des résultats beaucoup plus puissants et de façon très différente. Donc très probablement que c'est toute cette nouvelle façon de penser sa communication auquel il faut s'attacher. Ok. Euh, je voudrais il nous reste 15 minutes. Je voudrais rentrer vraiment dans le détail pendant 3 secondes, enfin un peu plus que 3 secondes, disons 5 minutes, sur imaginer que j'ai une petite entreprise je sais pas, je crée des sites web pour des entreprises. Imaginons, c'est pas du tout mon métier. Qu'est-ce que, enfin, je suis traditionnel, quoi. J'ai mon PC, j'ai 2 employés, on fait des sites web, on a des clients corporate et PME. Qu'est-ce que je fais pour rentrer dans cette économie symbiotique, pour communiquer de manière symbiotique et pour transformer complètement mon entreprise? Ça, tiens. C'est Coaching gratuit. c'est ça. Alors, en fait, d'abord, on va c'est marrant, on a eu le cas il y a pas longtemps justement. On va d'abord, te demander quels sont tes besoins, en fait. Quelles sont les contraintes de ton entreprise pour rester vivante? Tu vois, les contraintes, c'est, un humain, il doit être à température 37 degrés, quoi, sinon il est pas vivant. Bon, ben, tu as des contraintes comme ça externes, internes dans une entreprise qui fait que si elle les respecte pas, soit elle a plus accès à son marché, c'est des contraintes réglementaires par exemple, externes, soit elle est plus elle-même, toutes les contraintes internes. Et on va regarder les pressions que tu as. Et à partir de là, on va cerner tes besoins. Par exemple, on a l'entreprise web avec qui on avait fait un atelier justement qui permettait de redéfinir sa stratégie. Elle avait comme contraint, comme pression, enfin des contraintes de pression. Son problème, c'était son offre était pas du tout vue de la même façon selon même les villes. La tarification apparaissait complètement disproportionnée ou juste selon en fait ses clients. On l'a fait donc réfléchir sur son métier. Qu'est-ce que tu produis et pourquoi les gens viennent chez toi et comment on peut résoudre ton problème de marché, en fait, d'accès à ton marché de façon différenciée. Donc ça, c'est très important. Il faut être pragmatique. On se dit en fait, voilà. Que ce soit en économie extractive ou en économie régénérative, les entreprises, les organisations, les territoires, ils ont des besoins. Bon, il y a 2 façons d'y répondre. Il y a une façon extractive traditionnelle et il y a une façon régénérative. Donc, comment on va répondre à ton besoin dans d'autres règles du jeu? Donc, pendant 1 heure à 2 heures, on va te projeter que dans une économie régénérative. Donc déjà, on va te mettre on va t'acculturer à toutes ces pratiques économiques, productives et sociales régénératives, et on va te dire c'est ton tableau de jeu. Tu n'as pas le droit de sortir de ça. Et à partir de ça, on crée ce qu'on appelle des spirales symbiotiques. Attends, je peux t'en montrer une. Voilà, ça c'est une qu'on a créée par exemple. Oh là là, on voit pas. Ça bouge. Pardon, hein, ça a beaucoup bougé les choses. Ah. La présentation a beaucoup bougé avec le passage à l'écran. Mais tu vois, on te dit, là, par exemple, c'était une filière automobile. Elle voulait être la plus régénérative possible. Elle voulait conquérir en fait le marché des territoires et elle avait besoin d'être résiliente par rapport aux matières premières parce que il y a eu beaucoup de crises d'accès aux composants dans l'automobile. Bon, celle-là, on a mis 3 mois à la faire, mais à la fin, on voit que tu peux régénérer tes sols à l'amont et à l'aval. Donc, tu peux avoir des filières automobiles régénératives des sols, ce qui est impensable en extractif. Et bien, pour répondre à ses besoins, elle a mis en place du biomimétisme qui permet de diminuer le nombre de pièces et donc l'assemblage. Elle pouvait produire local, une conception modulaire et interopérable, c'est-à-dire comme elle a pensé son automobile, un peu comme Christian son scooter, comme une boîte de Lego avec des composants qu'elle pouvait sans cesse désassembler, réassembler.
Comme elle voulait se lier territorialement, elle voulait se lier aussi aux énergies renouvelables locales, donc moteur électrique, ce qui lui a ouvert le potentiel des biomatériaux. Puis au fur et à mesure, comme ça, elle s'est rendue compte, son modèle social économique, pour actualiser tous ses potentiels, il fallait qu'elle passe en économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire de promouvoir l'usage de ces automobiles plutôt que la vente, et ce qui permettait de ramener les pièces en fin de vie et du coup d'être indépendante des crises d'accès aux composants de l'automobile pour pouvoir activer ce modèle économique. Eh bien, elle s'est rendue compte qu'elle avait vraiment besoin, des parties prenantes locales, les collectivités territoriales, les associations locales, et cetera, pour pouvoir, activer son modèle économique. Et à la fin, en fait, si elle allait au partage d'une flotte automobile, lui permettait de libérer l'espace local, de promouvoir, les jardins partagés, grâce, à l'espace libéré, en fait, par le fait que ça réduisait le nombre de voitures de 8, en fait, pour les mêmes besoins. Donc ça libérait de l'espace. Voilà, ça, tu vois, on part des besoins. Mhm. On va dire: «Qu'est-ce que tu produis?» Donc là, je produis un site web. Pourquoi on vient chez moi? Pourquoi on vient chez moi? Est-ce que il s'était posé la question, je pourrais apprendre à faire des sites web. Oui, mais pourquoi on vient chez toi? Pour gagner du temps, en fait. Donc parce que les gens n'ont pas le temps de faire leur site. Ah OK, puis pour avoir une animation, une animation exister sur la toile, voir que, faire une vitrine toujours animée. Mais finalement, les gens n'animent pas leur site, et donc il s'est rendu compte au fur et à mesure que par ces pratiques, en mutualisant des biens et des services entre ses clients, heu, en, heu, en proposant une animation autour des valeurs partagées de ses clients, eh bien, il pouvait réduire, faire en fait une enveloppe générale, pour, répondre à son besoin qui était, d'harmoniser ses tarifs par rapport à sa clientèle différente, mais qui étaient réunis par les mêmes valeurs et les mêmes besoins. Mhm. Et du coup, ça lui a permis en fait de penser à une offre tarifaire où finalement il s'occupait beaucoup plus du site, mais de façon mutualisée. Proposer quelque chose d'assez, mutualisé pour ses clients, autant dans la construction du site que dans l'animation, ce qui lui permettait de réduire les coûts et de produire une offre de service plus importante. Donc on peut le faire dans n'importe quelle activité. Simplement, on va créer des communs justement. Ça leur permettait de mutualiser aussi la communication sur les événements, de la faire relayer parce que c'était des valeurs communes ou des intérêts communs où les gens se posaient les mêmes questions, et c'est des questions de société prégnantes ou des questions économiques prégnantes, etc. Mhm. Et tu vois, pour compléter ça, c'est dans ce qu'on dit, c'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir rentrer dans cette économie si tu ne modifies pas tes pratiques. C'est d'abord, il faut substituer tes pratiques extractives, il faut les remplacer par des pratiques régénératives. Si tu changes rien, c'est compliqué. Donc, il Ouais. faut changer la façon dont tu conçois ton business. C'est quoi produire des sites? Qu'est-ce que tu produis? OK, je veux faire gagner. C'est exactement ce que disait Isabelle. Mhm. Et ensuite, sur le choix des impacts positifs, ben, ils sont déjà activés par la mutualisation des biens et services que tu vas mettre en place. Tu vas peut-être pas refaire exactement les mêmes choses, ou tu vas peut-être proposer d'autres types de mutualisation dans ton offre. Et lui, par exemple, dans cette entreprise, il y avait quelque chose en fait qui existait déjà, qui était l'inclusion numérique. Il était très concerné par le sujet. Et bon, on s'est rendu compte que c'était un sujet où il pouvait avoir des impacts positifs sur la société, c'est-à-dire non plus de le porter tout seul, mais de le porter tout seul avec ses clients ou avec ses parties prenantes ou ses fournisseurs, pour faire de ce sujet de l'inclusion numérique un sujet commun sur lequel les uns et les autres pouvaient agir ensemble. Et tout d'un coup, en fait, tu parles, bien sûr que tu vas parler de ton bien et de ton service, mais tu ne parles pas que de ton bien et de ton service, en fait. Mhm. C'est-à-dire que là où tu as une zone de légitimité pour agir, tu vas pouvoir agir. Et que les uns et les autres étaient de toute façon concernés par ce sujet-là. Et donc, ça a cristallisé quelque chose qui était déjà dans un sous-jacent, mais qui n'était pas totalement assumé. Parce que on voit ça souvent. C'est-à-dire que les gens qui sont habitués à s'engager n'ont pas de problème pour s'engager. Ceux qui ne Mhm. sont pas habitués, on a l'impression parfois qu'ils vont chercher des autorisations. Il n'y en a pas à demander, en fait. À partir du moment où on décide de s'engager, on a la légitimité de s'engager, point. Je veux dire, on n'a pas d'autorisation à demander à personne. Si on décide d'agir là, eh ben, on décide d'agir là. Et lui s'est rendu compte de ça, c'est qu'il avait cette possibilité d'agir, de contacter les associations qui œuvraient déjà là-dedans,
d'apparaître comme un allié, de leur proposer de l'aide, et que ça permettait d'enclencher ce mouvement d'écosystème pour pouvoir rentrer dans cette logique et faire que, ben, il ne se contente pas de faire des sites, en fait. Il a un impact positif sur la société, là où il a une zone de compétence et de légitimité à le faire. Voilà, par exemple. Ouais, c'est Donc, cool, c'est voilà. vraiment un chouette, enfin, un outil et une grille de lecture ultra puissante pour vraiment transformer. Et c'est là que je voulais vous amener dans les 4 dernières minutes, on va y arriver, aussi sur les imaginaires, parce que c'est autant dans la communication que dans l'idée de faire monde avec la nature, avec les autres humains. Euh, on doit changer, on doit faire un gros shift dans notre façon de voir le futur. Et moi, je voulais vous demander, c'est quoi votre futur idéal en 2050? Et puis, comment est-ce qu'on fait pour faire ce shift? Qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle individuelle, à l'échelle de l'entreprise, pour participer à un changement de vision? Alors ça, c'est intéressant. C'est un sujet dont je parle beaucoup, moi. C'est-à-dire que on se rend compte que dans la façon d'envisager notre futur, aujourd'hui, il y a 68% des Français, je sais pas combien c'est en Belgique, hein, 68% des Français qui pensent l'effondrement de notre civilisation imminent. 71% des Italiens, en gros, dans le monde occidental, on voit l'effondrement de notre civilisation imminent. Voilà. Donc, on vit avec cette idée. Cette idée d'effondrement telle qu'elle avait été popularisée par les effondristes au départ, par tout ce milieu-là, n'était pas le chaos et l'effondrement, la fin du monde. C'était la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Ça s'est substitué. Moi, je viens de l'antiracisme. Dans l'antiracisme, en fait, on se rend compte que les sphères extrémistes parlent beaucoup de l'effondrement, au fond. Elles en ont modifié le sens. Parce que c'est l'idée du chaos sur lequel on va recréer une société géniale et parfaite. Voilà. Donc cette idée-là, elle nous aspire beaucoup en ce moment. Et quand on voit cette façon de se représenter l'avenir, en fait, dès lors qu'on rentre dans une vision positive de l'homme, on modifie notre capacité à penser notre avenir. Si j'ai une vision de l'homme comme une espèce destructive, en fait, cette idée de chaos et d'effondrement, elle va me sembler normale. On est une espèce qui détruit tout, on va finir par tout détruire et on va finir par se détruire. Lorsque j'introduis dans l'équation l'idée qu'on serait une espèce positive capable d'avoir des impacts positifs sur les autres espèces, mais aussi sur ses semblables, on ouvre d'autres possibilités, en fait. Et que là, quand on dit la phrase, elle paraît évidente, on va redevenir des habitants de la Terre, parce qu'on est dans une économie hors sol qui nous a fait être hors sol, en fait. Et donc, quand on se reconnecte à cette planète, en pensant qu'effectivement, évidemment que on ne va pas aller sur Mars faire subir à cette planète ce qu'on vient de faire ici. On en a une planète géniale où vivre. Qu'est-ce qu'on va aller foutre sur Mars, franchement? Donc, ce rêve-là, complètement débile, qui est popularisé par les transhumanistes et par les milliardaires américains, beaucoup qui nous on, on est peut-être d'accord qu'ils peuvent y aller finalement. Oui, mais qu'ils y aillent, effectivement, qu'ils y aillent. C'est le fait que ça puisse représenter une aspiration pour la société qui est incroyable. Parce qu'en fait, quand on regarde tous les récits de science-fiction, ils sont tous désastreux, en fait. Ils sont tous super déprimants. Il y a rien de joyeux dans ce qui est présenté. Et pourtant, ça continue à avoir de l'attrait. Donc, je crois qu'il y a tout un travail assez important à faire. C'est s'imaginer d'abord que on sera vivant demain, ce qui est déjà un truc intéressant pour pouvoir se projeter dans un avenir. Pouvoir penser qu'est-ce qui se passe si on est vraiment une espèce positive. Qu'est-ce qui se passe si on se met à avoir un impact positif sur cette planète, sur cette société? Qu'est-ce que ça peut donner comme monde? Et que là, on va s'ouvrir des possibles qui n'existent pas aujourd'hui, parce que cette équation-là, elle n'existe pas. En fait, aujourd'hui, clairement, c'est l'effondrement ou le transhumanisme. Et qu'il faut faire un effort aujourd'hui d'invention, en fait, parce que de même que penser simplement à cette réduction d'impact ne nous ouvre sur aucune autre possibilité, elle ne nous ouvre même pas sur la possibilité d'imaginer un autre monde. En fait, quand on pense à la réduction d'impact, on est toujours en train de parler du même monde, mais qui serait moins nocif. Ouais. C'est le même monde. Alors que la plupart des gens, en fait, cette société telle qu'elle fonctionne, on voit bien qu'elle ne fonctionne plus, qu'il faut en inventer une autre. C'est le statu quo, mais moins pire, quoi. Il faut s'extirper de ça, en fait. On ne va pas pouvoir faire référence uniquement au monde qu'on a envie de remplacer. Il va falloir s'en échapper. Il va falloir prendre le risque aussi de se barrer, en fait, de dire, d'aller gazouiller et d'aller cavaler dans les prairies, en fait. Il y a un moment, il
il faut faire l'effort de s'extirper aussi de toute cette gangue mentale dans laquelle on est en permanence, qui nous laisse croire que notre seul avenir, c'est de se barrer sur Mars, extraire de la matière et de la ramener sur Terre. C'est un rêve profondément mortifère, et que ce qui est vivant, ben, c'est de s'imaginer vivant demain, en fait. Merci. Isabelle, tu veux rajouter quelque chose? C'était déjà pas mal Ben, inspirant. dans la même lignée, c'est vrai que moi, je rêve que, ben, que d'un tas d'entreprises, de quartiers commencent à expérimenter dans ces nouvelles voies et du coup, que justement pour répondre à leurs besoins et qu'on ait des manifestations concrètes dans toute leur diversité, parce que chaque fois c'est différent. De ces nouveaux services, de ces nouvelles façons d'habiter le monde et qui nous donnent en fait plein de services, mais en même temps des paysages complètement renouvelés, où la beauté revient en fait dans nos lieux de vie. Et le lien social et le lien aussi économique. Donc moi, c'est ça, mon imaginaire, il est peuplé. Chaque fois que je vais quelque part, je me dis oh mais il y avait telle expérimentation, etc. Il est peuplé d'expérimentations vers ça. Et je souhaite vraiment que ça se multiplie parce que c'est enthousiasmant, nous on le voit, ça redonne en fait, ça redonne de la joie et de la croyance en l'avenir. Je terminerai juste parce que j'ai vu un Ouais. commentaire de Pierre là sur les difficultés des acteurs qui doivent œuvrer dans un monde qui reste fondamentalement destructeur. Il y a d'abord de faire exemple, d'éclairer cette possibilité-là. Et qu'aujourd'hui, ce sont des acteurs, et nous, on voit, c'est l'un de nos travaux principaux, nous, hein, c'est-à-dire de relier des acteurs qui ne savent pas qui sont compatibles les uns entre autres, les uns entre eux. Et que la principale difficulté, c'est que chacun isolé, en fait, ne va pas pouvoir peser suffisamment pour pouvoir faire comprendre qu'il existe une autre voie. Il faut savoir quelque chose, il y a une étude américaine qui montrait que tout le mouvement anti-vax aux États-Unis, c'est 12 personnes. D'accord? C'est 12 personnes qui produisent 65%, qui sont responsables de la production de 65% des contenus et qui touchent presque 60 millions de personnes. En fait, ce qu'on doit faire et qu'on n'ose pas assez faire, c'est se relier, se célébrer, se liker, partager, se reconnaître, se rencontrer. Enfin, tout ce qui permet de recréer du lien entre les uns et les autres pour faire valoir les efforts des uns et des autres, les réussites des uns et des autres, leurs difficultés aussi. Mais tout ce qui permet de se relier, de ne pas rester chacun dans son coin est fondamental, en fait. On a besoin de ces exemples-là pour pouvoir inspirer d'autres gens qui eux-mêmes ont besoin d'être soutenus dans ce qu'ils font. Donc aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de se relier, c'est de faire écosystème, justement. C'est merveilleux. Merci à tous les deux. On est à la fin. On a dépassé de 4 minutes déjà. Donc, je vais vous libérer. Sauf si vous avez encore une dernière chose à dire. On nous affiche le livre d'Isabelle sur l'économie symbiotique. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à partager avant de partir. Non, un grand merci. Et puis, voilà, un grand merci et de croire en tous ces gens qui innovent, qui en sont des centaines de millions sur la planète, de les voir. Voilà. Ouais. Merveilleux. Merveilleux, merci à vous, vraiment, c'était super inspirant. Honnêtement, j'ai posé, je pense, un quart des questions que j'avais. Donc, on devra peut-être aller boire un café. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci pour votre travail et à très bientôt.